Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Les aiguilles qui soulagent du docteur Philippe Janin, lu par Vincent Buisson. À Pierre et à Dominique. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Alfred de Musset. Préface. Il faut être un enfant ou un vieux maître pour bien jouer Mozart. C'est ce que pensait Arthur Schnabel, l'un des plus grands pianistes du XXe siècle. Pourquoi cette phrase m'est-elle revenue en refermant le livre de Philippe ? Dès les premières pages, je ressentis avec joie l'espièglerie, la curiosité, le bonheur tout simple de l'enfance. Cette enfance qui constitue la source intarissable qui a mené Philippe vers le maître qu'il est devenu dans la spécialité qu'il a choisie, ou qui l'a choisie. Si l'acupuncture reste un mystère pour beaucoup, un placebo pour d'autres, elle est de plus en plus respectée. Ses bienfaits sont désormais reconnus. Les témoignages innombrables de patients qui sont soulagés corps et âme disent à quel point l'acupuncture est de toute évidence l'un des piliers du réconfort humain. Philippe reste curieux, ouvert, attentif, bien sûr scrupuleusement attentif à l'histoire de son métier, à l'évolution de ses pratiques. Il a une folle envie d'aller toujours plus loin. C'est un amoureux du corps humain, dans l'écoute passionnée, généreuse, si sensible, ne refusant pas l'émotion parfois trop maîtrisée chez certains praticiens. Chez Philippe, il y a toujours ce formidable mélange de l'expérience concrète avec les mystères de l'esprit et de cette science si ancestrale dont l'aura est encore magique. Ce livre est le récit passionné et humble d'un maître et de son artisanat. Car il s'agit d'artisanat, d'un geste repris des milliers de fois, comme l'acteur qui, tous les soirs, accomplit le geste de jouer. Lorsque Philippe constate le pouvoir de l'acupuncture sur l'immense territoire jusqu'alors inexploré des effets secondaires en oncologie, il se lance comme Tabarly à l'assaut de l'Atlantique, avec le souffle quasi mystique de Louis Jouvet pour le théâtre. Lorsqu'on arrive dans son cabinet, si étroit à première vue et si vaste quand on y pense, on entend une musique classique et très souvent du Mozart. Tout de suite naît l'harmonie entre un patient et un sage. Mozart, qui répondait lorsqu'on lui demandait ce qu'était la musique, c'est l'histoire de deux petites notes qui s'aiment. Merci Philippe du bien que tu m'as fait, que tu as fait à tant de mes amis, et que tu as fait pour tous ces inconnus accueillis à bras ouverts, nœuds papillons et cœurs en bataille, costumes toujours aux couleurs d'été. Merci pour tous ces désespérés. Mon amitié. Jacques Weber. En préambule. Ce livre pourrait être un roman, mais c'est une histoire vraie. L'histoire d'un petit gamin de Savoie qui rêvait, dans ses balades solitaires, d'une vie hors norme, avec des objectifs et une ambition dignes d'un conte de fées. Oui, les rêves les plus fous sont possibles, à condition de les conserver en vous, comme un trésor secret. Mes anges gardiens vont me permettre de réaliser et de vivre ces rêves les plus fous. Oser être ambitieux est un sentiment noble et porteur. Ne rien dévoiler, mais agir sans relâche. C'est cette histoire que je vais vous raconter. Il était une fois. Nous sommes le 11 avril 2023. Nous voyons Marie, 24 ans, allongée sur une table de consultation. Son corps est couvert d'aiguilles. Sur les avant-bras, sur les jambes, quelques-unes sont posées sur le thorax et sur le visage. Marie semble calme et détendue. Une musique douce, du Mozart, est diffusée dans la pièce. La lumière est tamisée. Que fait-elle là ? Pourquoi est-elle là ? La réponse est simple. C'est une séance d'acupuncture. Les aiguilles que nous voyons, c'est moi qui les ai posées, sur des points très précis. Marie est là pour être soulagée, autrement que par des médicaments, un état de surstress provoqué par sa vie professionnelle, engendrant des insomnies, des migraines et des angoisses. L'acupuncture va faire disparaître ces symptômes, en rééquilibrant son système nerveux. Je vais lui proposer, au début du traitement, une séance par semaine. Les semaines qui vont suivre, nous allons vérifier que le choix des points posés était le bon et que les objectifs souhaités ont été parfaitement atteints. Ensuite, je vais revoir cette patiente tous les mois, puis tous les 3 mois, pour consolider le résultat et neutraliser toute velléité de dérèglement de son système nerveux. Mais au fait, prétendre soigner, faire disparaître des symptômes pouvant être sévères, avec quelques aiguilles, est-ce bien sérieux ? C'est ce dont je vais vous parler, de l'acupuncture. Je vais vous raconter comment et pourquoi j'ai souhaité de toutes mes forces exercer ce drôle de métier.
L'acupuncture, d'origine chinoise, est une technique médicale ancestrale, dont l'efficacité est maintenant prouvée scientifiquement. Mais ce n'est pas, comme nous l'entendons souvent, une médecine douce. Nous pouvons par exemple, avec quelques aiguilles, provoquer une embolie pulmonaire, pouvant être mortelle, chez un patient ayant une phlébite, ou déclencher des troubles sévères chez une femme enceinte, avec des points inappropriés. D'où l'importance d'un examen clinique de chaque patient avant de poser une aiguille. Tout acupuncteur doit posséder son doctorat de médecine pour pouvoir exercer cette profession. Nous préférons parler, lorsqu'on évoque l'acupuncture, de médecine alternative ou de médecine complémentaire. Médecine alternative lorsque, par exemple, le patient choisit, pour soigner son insomnie, quelques aiguilles plutôt qu'un somnifère ou des anxiolytiques. Alternative aux anti-inflammatoires lors de problèmes rhumatologiques, entorses, lumbago. Médecine complémentaire lorsque nous intervenons chez un patient atteint d'un cancer pour l'aider à supporter son traitement, sans nous substituer à ce qu'a ordonné l'équipe oncologique. En cancérologie, je travaille étroitement avec la plupart des oncologues de Paris et avec certains de province. En 2009, j'ai été l'un des tout premiers médecins acupuncteurs à être intégré officiellement dans une équipe d'oncologues à la clinique Saint-Jean-de-Dieu de Paris. J'exprime en permanence le souhait d'être jugé et évalué par les oncologues après chaque séance d'acupuncture. Chapitre 1. Naissance d'une vocation. Que de chemin parcouru jusqu'à ce livre. Mais un jour, un regard, un sourire et des mots aimables, une belle personne me demande si j'ai déjà écrit des livres. Incrédule, je réponds non, aucun. Mais ce n'est pas la première fois que l'on m'interpelle sur ce sujet. J'ai écrit quelques articles scientifiques sur mes protocoles d'acupuncture dans la revue Acupuncture et Moxibustion, participé à l'élaboration de certains ouvrages, dont le livre de Véronique Jeannot, Au fil de l'autre, dans lequel elle a consacré une dizaine de pages élogieuses à l'acupuncture. Le succès important de ce livre m'a amené à être invité dans 2 émissions de télévision, Vivement Dimanche de Michel Drucker et Télématin de William Lémergie en 2015 et 2016. Mais j'ajoute que j'ai très peur de la lumière et de l'exposition médiatique. J'ai trop vu certains confrères se brûler les ailes après une surexposition. Nous nous parlons longuement, et mon interlocutrice m'apprend qu'elle travaille aux éditions Hugo et qu'elle et son fils aimeraient que je devienne un de leurs auteurs. Petit à petit, après de longs échanges enrichissants, elle me convainc. Et un jour, avec beaucoup d'émotion, j'ai signé. Aujourd'hui, je me sens prêt à effectuer ce voyage intérieur. Premières émotions médicales. Je suis né en 1950 dans un petit village de Savoie, le Villard du Planay, où mon père travaille en tant qu'ingénieur en électrométallurgie. Orphelin très jeune, mon père est élevé ainsi que son frère et sa sœur par sa tante, célibataire et institutrice dans un tout petit village près de Chambéry, Chapareillan. Cette grand-mère à la retraite vit avec nous, en Savoie. Elle me prend sous son aile et à 3 ans, je sais lire, écrire, dessiner. À l'époque, l'école commence à 6 ans. À 4 ans, je dessine des bijoux, des bagues et des colliers, dont j'invente la forme et la composition des pierres. Le goût de la création est déjà en moi. Déjà original, déjà électron libre. Dès l'âge de 13 ans, quand nous arrivons à Paris, je suis attiré comme un aimant par les diamantaires de la place Vendôme et la rue de la Paix. J'y passe des heures à fixer la magnificence d'une bague et à admirer la technique pour réaliser de telles œuvres. Vers l'âge de 30 ans, un jour, je rentre dans ces boutiques, me faisant passer pour un futur client, pour voir ces pierres magnifiques de plus près. 60 ans plus tard, je m'inscris à l'école de gémologie et de joaillerie créée par la maison Van Cleef et Arpels. Ces cours sont devenus mon oxygène, ils me régénèrent, m'éblouissent et me sont devenus indispensables après des journées trop lourdes de travail. Il faut aussi souligner l'excellence des professeurs qui y enseignent. J'assiste à ces cours très régulièrement, pas pour en faire un métier, mais juste pour connaître de l'intérieur cet artisanat de très haute gamme. Dans une autre vie, je serais dans les pas des frères Cartier ou dans ceux de Van Cleef. Au Villard, pas de télévision, peu de radio. J'ai le parc de la Vanoise pour terrain de jeu et de longues balades rêveries solitaires. Mes parents reçoivent la revue Sélection du Reader's Digest. Cette revue publie chaque mois un chapitre d'un livre d'un auteur fameux. En 1957, Sélection publie Le Chirurgien d'un auteur américain, Frank Slaughter.
Je suis d'emblée fasciné par cet univers, remarquablement bien décrit. Parallèlement, je dévore La Citadelle, d'A.J. Cronin, l'histoire d'un jeune médecin qui découvre la frange industrielle minière du Royaume-Uni et sa pauvreté. Un récit bouleversant, choc émotionnel pour moi. La graine du futur médecin est plantée. Une autre découverte renforce mon intérêt pour le milieu médical. En 1960, en vacances chez mes grands-parents maternels, je vois Igor Barrère et Pierre Desgroupes qui consacrent une émission télévisée à l'implantation d'un pacemaker dans 5 colonnes à la une. J'ai 10 ans. Je suis alors déjà certain de vouloir devenir médecin. Je veux évoluer dans cet univers. À cette époque, il n'y a qu'une chaîne, en noir et blanc, et cette émission, tout le monde en parle le lendemain. En 1962, mon père est nommé à Paris pour un poste important dans la société où il a fait ses débuts, la société Roussel-Nobel. Paris, ville lumière? Ville difficile à vivre pour le petit garçon solitaire que je suis, perpétuellement anxieux, tétanisé de trac 3 jours avant une composition de mathématiques ou de géographie, et rendant souvent copie blanche. Trou de mémoire, encore et encore. Très mauvaise note. Je suis un cancre en apparence. Pourtant, je travaille beaucoup. Cela s'est su, évidemment, dans la famille et chez les proches. Une amie de mes parents vivant à Saint-Étienne me parle pour la première fois d'acupuncture pour remédier à ses maux. J'ai été témoin, une année auparavant, du drame qu'elle a vécu. Un enfant était tombé du trottoir, sous ses roues, alors qu'elle roulait au pas. L'enfant fut tué. Ce fut un drame absolu pour une femme n'ayant jamais pu avoir d'enfant. Elle a l'idée, nous étions en 1962, de recourir au docteur Griffoni, médecin acupuncteur très réputé dans la région. Pas de psychothérapeute, pas ou très peu de médicaments. Acupuncture seule, une fois par semaine. J'assiste de mois en mois à sa renaissance. Alors que nous sommes en vacances à Pâques en avril 1963, près de chez eux, elle me propose de rencontrer son acupuncteur. J'accepte, intuitivement confiant. Je me revois face à cet homme d'un âge certain, aux cheveux tout blancs. Nous rentrons le lendemain matin à Paris et le docteur Griffoni m'avertit. Attention, il y a plein de charlatans dans notre métier. Déjà. Il me recommande de n'en voir qu'un seul, le docteur Pierre Regard. La rencontre la plus importante de ma vie. Pierre est un homme fin, racé, élégant. Son comportement impose d'emblée l'admiration et le respect. Sa voix est claire et douce. En 2 ou 3 séances, Pierre efface mes trous de mémoire et mes angoisses, et très vite, mes notes aux examens remontent sensiblement. Régulièrement, tous les trimestres, Pierre effectue des séances de consolidation. Grâce à lui, et pas mal de travail, je n'ai plus jamais échoué à un examen de ma vie. Nous sommes entre 1963 et 1965, et je suis loin d'imaginer à quel point, grâce à cet homme, mon destin va changer. Je découvre que l'acupuncture soigne réellement et puissamment plusieurs affections, mieux même que certains médicaments. Un exemple parmi d'autres. Pour une entorse de la cheville, moins de 10 aiguilles bien placées vont la soulager en quelques heures. Ou pour une insomnie. La plupart du temps, sauf raison métabolique comme une hyperthyroïdie par exemple, l'insomnie est liée à un emballement, un dérèglement du système nerveux neurovégétatif, comme un moteur de voiture qui tourne à l'arrêt à 10 000 tours alors que 2 000 tours par minute suffisent. Un somnifère va chloroformer le symptôme sans soigner le terrain en profondeur. Avec quelques aiguilles posées sur les points appropriés, le médecin acupuncteur peut engendrer un ralentissement, une rééquilibration nette et durable de ce système neurovégétatif, celui qui échappe à la volonté, et par conséquent, le symptôme de l'insomnie disparaît. À mes yeux, c'est une façon beaucoup plus intelligente que certains médicaments pour soigner un patient. C'est de cette façon que je désirais œuvrer. À la même époque, mon frère cadet et ma mère souffrent d'asthme très sévère. Ils sont polyallergiques à l'air de Paris. Âgé de 13 ans, mon frère ne descend plus en cours de récréation, parce qu'un étage à remonter est un effort trop difficile. L'un comme l'autre, ils vont consulter divers allergologues, pneumologues, et sortent avec les mêmes ordonnances, basées sur de fortes doses de cortisone, effet quasi dérisoire. Leurs crises d'asthme deviennent abominables et invalidantes. Les médecins consultés suggèrent de quitter Paris. Je leur ai parlé 10 fois, 20 fois d'acupuncture. Est-ce bien sérieux, pour soigner une pathologie aussi sévère, d'avoir recours à quelques aiguilles? Vous plaisantez. Ils finirent par entendre raison.
Et en quelques séances, leurs crises d'asthme ont totalement disparu, leur permettant de retrouver leur vie normale à 100%, mon frère pouvant à nouveau monter les escaliers 4 à 4. En revanche, pour ma mère, la présence d'un chat dans une maison déclenche de nouvelles crises. C'est la limite à l'action de l'acupuncture. Pierre consolida ses résultats par quelques séances mensuelles, et on évita les chats. Mon avenir se dessine. Je découvre vraiment l'acupuncture, ses indications, son potentiel thérapeutique et ses limites. Je me mets à souhaiter de toutes mes forces devenir médecin acupuncteur. Quand j'annonce à mon entourage que le choix de mon futur métier est définitivement arrêté et que je serai médecin acupuncteur, on me répond: Acu quoi? Ce n'est pas un métier. Nous sommes en 1965. J'ai 15 ans et à l'époque, aucun diplôme n'existe pour cette activité. Mon seul espoir, c'est Pierre Regard. Un jour, lors d'une séance, je brave ma timidité maladive et lui demande s'il accepterait de me former. Il comprend que c'est ce métier que je souhaite exercer et aucun autre. Sa réponse en 4 mots est: commencez votre médecine d'abord. 1969. Je commence mes études médicales à la faculté de médecine de Bobigny. Au bout de 3 mois, premiers examens, stress ressenti majeur et la hantise d'avoir à nouveau des trous de mémoire. Retour chez Pierre un mardi soir. Tétanisé par la peur d'un refus, je lui redemande s'il accepte de me former. Je vais devenir médecin, lui dis-je, pour pouvoir exercer ma vocation d'être acupuncteur. Pierre n'enseigne dans aucune structure officielle, mais il est reconnu par ses pairs comme l'un des meilleurs à Paris. Avec le recul, c'est très gonflé de ma part. J'entends encore sa voix claire et sa réponse: Mon cher ami, n'importe quel imbécile peut apprendre la théorie de l'acupuncture. Si vous voulez devenir un bon acupuncteur, il faut que vous puissiez me suivre. Il m'apprend que tous les mercredis, il exerce aussi à l'hôpital Boucicaut, où le docteur Barillon, l'un de ses amis et chef de médecine interne, met 5 salles et une infirmière à sa disposition pour assurer l'intendance de 9 heures à 13 heures. Ok pour vous? Vous acceptez de me suivre? J'ai balbutié et acquiescé dans un souffle. Alors Pierre me demande d'acheter sur le champ le livre de référence sur l'acupuncture. L'acupuncture chinoise de Georges Soulier de Moran. Apprenez-moi pour demain matin les points du méridien du cœur. Coup de chance, c'est le méridien le plus court, 9 points, alors que le plus long, le méridien de la vessie, en compte 67. À demain, me dit-il. Je fonce au cœur de Paris acheter ces 2 énormes traités, que j'ai toujours et dans lesquels je continue de me plonger régulièrement. Nuit blanche à apprendre ce qu'il me fallait savoir. Mon obsession était déjà de ne pas le décevoir. Mercredi matin, tremblant de trac, je suis au rendez-vous. D'emblée, il me pose 3 questions, brèves, pour vérifier que j'ai bien travaillé. Oral réussi. Nous rentrons dans les salles avec les patients. Je l'écoute. Je le regarde en essayant de tout mémoriser. Le mercredi soir, avant de se quitter, il me dit: Pour la semaine prochaine, vous m'apprendrez telle série de points ou tel méridien. Pas une seule fois, il ne m'a pris en défaut. À 19 ans, on peut être léger, irresponsable. Pas moi, car une chance unique se présentait. Mon destin était entre mes mains. Chance aussi d'avoir compris très vite que Pierre est un Paganini de l'acupuncture. Après de nombreux mois d'échanges, le docteur Pierre Regard doit se rendre compte que son enseignement porte ses fruits. Un jour, il me tend une aiguille, la première de ma vie, et me demande de poser le 9e point du méridien du cœur sur un patient. Techniquement, ce n'est pas le point le plus facile à poncturer. Je suis tétanisé de trac. 30 ans plus tard, je lui demande pourquoi il a fait ce choix. Avec son sourire malicieux, il me répond qu'il voulait voir si ma main allait trembler. Alors, lui ai-je demandé, ta main n'a pas tremblé, et j'ai su ce jour-là que tu serais un bon acupuncteur. Je pense à Pierre chaque fois que je pose ce point. Le mentor. Je ne suis pas le seul à considérer Pierre Regard comme l'un des meilleurs acupuncteurs, les Américains aussi. On l'a contacté, en secret, pour qu'il vienne exercer sur le sol américain dans des conditions très favorables. En 1975, il part donc pour New York, avec sa femme et ses 2 jeunes fils. Je ne suis pas dans la confidence. Le mercredi suivant son départ, je me retrouve seul à l'hôpital Boucicaut, désemparé. La consultation d'acupuncture fut définitivement fermée. Il n'est resté qu'1 an à New York. Je n'y étais pas heureux, me confiera-t-il plus tard, préférant s'installer à West Palm Beach, la banlieue chic de Miami. Il avait là un gros noyau de sa clientèle qui venait le voir à Paris non seulement de Miami, mais aussi de toute la côte est des États-Unis.
L'intégration et le succès furent immédiats. Très vite, comme un détective, je retrouve sa trace. N'oublions pas qu'Internet n'existait pas à cette époque. Il est à Miami. Nous allons alors vivre tous deux une relation tout à fait unique. Sa femme, Marie-Christine, me dit un jour qu'il me considère comme son troisième fils. Tous les dimanches, nous parlons longuement au téléphone, de la vie, d'acupuncture, presque d'égal à égal. Il me demande mon avis sur certains cas difficiles qu'il rencontre. Je me délecte de ces échanges. Il doit sentir aussi que je progresse techniquement. Nos relations se sont densifiées. Quand j'ai commencé à faire de la cancérologie, lui n'en faisait pas. Il a d'emblée été passionné par cette aventure. Au téléphone, il ne me dit pas au revoir, mais « Philippe, je te serre dans mes bras ». Ma plaque de médecin acupuncteur. Pendant 7 ans, en menant de front mes études de médecine et d'acupuncture, je travaille comme un fou, ne m'octroyant qu'une semaine de vacances en été. C'est un choix, mais étant doté d'une mémoire et d'une intelligence moyenne, je compense par une énorme puissance de travail, puissance qui ne m'a jamais quitté. Mais Dieu que ces études ont été difficiles. J'ai pensé 100 fois, 1000 fois que je n'y arriverais jamais, que je n'avais pas le niveau intellectuel suffisant pour assimiler cette masse de connaissances. Après quelques semaines de pause, je comprends qu'il faut redoubler d'efforts et que je dois y arriver. Je désire profondément devenir médecin acupuncteur. La suite m'a donné raison. Je veux exercer, traiter des patients avec des aiguilles, être libre et épanoui dans ce métier. Pendant mes études de médecine, je suis l'un des rares étudiants à ne pas préparer le concours de l'internat et à ne pas suivre les séances de préparation. Mes camarades de l'époque s'étonnent de ne jamais m'y voir. Je leur réponds que je n'ai pas une minute à moi, trop occupé par mes études d'acupuncture. L'exclamation « Acu quoi ?» fuse de toutes parts. J'avais besoin de mon diplôme de médecin basique pour exercer, sans le titre prestigieux à l'époque d'ancien interne des hôpitaux de Paris. Le 4 septembre 1978, je pose ma plaque de médecin acupuncteur, 2 rue de Civry, dans le 16e arrondissement de Paris. Le Conseil de l'Ordre des médecins sait que je vais m'installer en tant que médecin acupuncteur. 1 mois avant mon installation, je suis convoqué au siège du Conseil, rue Euler, et après un long entretien, durant lequel on m'interroge sur mon parcours d'études et mes motivations, on me demande de signer une charte d'engagement moral de bonne conduite dans cette profession. Je suis donc devenu le premier médecin acupuncteur à avoir le droit de rester conventionné. Époque importante car c'est l'avènement des premières mutuelles qui remboursent les dépassements d'honoraires, me permettant ainsi de traiter des patients très variés, de l'ouvrier au grand patron. Mes confrères de l'époque étaient automatiquement déconventionnés dès qu'ils touchaient une aiguille. Sur les plaques des praticiens, il était interdit d'indiquer la fonction d'acupuncteur. Le nom de mes confrères circule sous le manteau, du style « j'ai une bonne voyante et un bon acupuncteur ». Mon cabinet démarre assez vite, grâce à un bon bouche à oreille et de très bons résultats. Ma technique est solide, charpentée, je l'ai vérifié auparavant. En 1977, j'écris ma thèse de doctorat et en même temps, j'ai la chance de pouvoir remplacer à son cabinet pendant quelques semaines un généraliste acupuncteur, puis, pendant 3 mois, notre médecin généraliste de famille, acupuncteur lui aussi, développant par des résultats probants sa propre clientèle d'acupuncture. J'ai le souvenir de lui avoir donné des conseils techniques en acupuncture, afin qu'il puisse poursuivre le travail que j'avais commencé sur certains de ses patients. Ces 2 expériences positives m'ont rassuré. J'étais prêt psychologiquement et techniquement à exercer seul. De 1978 à 1982, au cabinet, je traite tout ce qui est du ressort traditionnel de l'acupuncture, les troubles neurovégétatifs, psychosomatiques ou rhumatologiques. En 1979, au culot, je propose mes services dans un grand centre privé de rhumatologie, rue de Ponthieu, dans le 8e arrondissement. Il y a 8 rhumatologues et une vingtaine de kinésithérapeutes, et une grande piscine de rééducation. Il existe 2 centres de ce type à Paris. Il y avait avant moi un autre confrère acupuncteur, très caractériel, paraît-il, à tel point que la direction avait décidé de s'en séparer. Ma candidature spontanée est arrivée au moment où mon confrère pliait bagages. Je suis engagé en tant que vacataire, 2 matinées par semaine, avec 4 box, une infirmière, Madame Frechet, j'ai adoré travailler avec cette personne, qui dépiquait les patients, des secrétaires au rez-de-chaussée prenant les rendez-vous. Au contact de ces professionnels, j'apprends beaucoup, et je leur fais connaître le pouvoir thérapeutique de l'acupuncture en rhumatologie. Très vite, mes matinées sont bondées.
Je quitte ce centre en 1981 en désaccord avec la nouvelle direction. Mes débuts en cancérologie. Ai-je conscience à ce moment-là que mon destin est en marche et que la cancérologie va frapper à ma porte? La réponse est non. Mais je suis déjà certain d'être fait pour exercer ce métier d'acupuncteur, que j'exerce en fait depuis plusieurs années. Mon premier contact, violent, avec la cancérologie s'est produit en 1977, lorsque le père de ma première épouse est frappé par une tumeur au cerveau, métastase probable d'un cancer de la peau non diagnostiqué. Son médecin généraliste de l'époque ayant oublié de lire le compte-rendu anatomo-pathologique de son prélèvement, ne le prévenant pas de la gravité de la situation et de la nécessité de consulter un cancérologue de toute urgence. Jacques, 60 ans, cadre supérieur, homme brillant, n'avait jamais été malade auparavant. Il fait des crises d'épilepsie violentes et répétées sur son lieu de vacances, à Biarritz, et sa famille décide de le rapatrier à Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Une amie très proche de Jacques dirige le département des enfants traités pour cancer. C'est dans ces locaux que je le retrouve régulièrement pour faire le point sur l'état de santé catastrophique de mon beau-père. L'ambiance qui règne dans ces pavillons, le comportement admirable de tout le personnel soignant face à ces gamins et à leurs parents, en détresse absolue, reste gravé dans ma mémoire. Je reparlerai de ce pavillon un peu plus tard. 2 ans plus tard, ce sont les cancérologues qui viennent à moi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.